Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Jérusalem se réveille sonnée après une nouvelle nuit de violence. Des affrontements ont opposé Palestiniens, Juifs d'extrême droite et forces de l'ordre. En cette période de Ramadan, la tension monte depuis plusieurs jours autour de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Le virus du Covid-19 est 2 fois plus dangereux pour les pauvres. C'est une des conclusions d'une grande étude reprise par Le Matin dimanche. Une presse dominicale qui revient également largement sur l'accord cadre. Alors, y a-t-il un plan B pour sauver nos relations avec l'Union européenne? On en parlera avec Thierry Clémence. Et puis hier soir, le HC Ajoie s'est imposé 4-0 face à Cloton. Grâce à ce succès, l'équipe jurassienne égalise à 2-2 dans la finale du championnat de Swiss League de hockey sur glace. On fera le tour de l'actualité sportive de ce week-end avec Elodie Croza. De nouveaux accrochages ont donc opposé hier soir forces de l'ordre palestiniens et ultra-orthodoxes à Jérusalem-Est en pleine période de Ramadan. Les violences s'intensifient aux abords de la vieille ville. Joost van Redding. Hier soir, à Jérusalem-Est, de nouveaux heurts ont opposé Palestiniens et forces de l'ordre. 6 Palestiniens ont été blessés. En plein Ramadan, les esprits sont chauffés à blanc dans la ville sainte des 3 grandes religions monothéistes. Le Premier ministre israélien lance un appel au calme. Concernant la bande de Gaza, j'ai donné l'ordre de se tenir prêt à tout scénario. Nous voulons avant tout assurer la loi et l'ordre. Nous voulons maintenir la liberté de culte comme chaque année pour tous les résidents et visiteurs de Jérusalem. Nous exigeons maintenant que la loi soit respectée et j'appelle toutes les parties au calme. Hébron, Cisjordanie occupée, a également connu une nuit d'émeutes. Avant-hier, une trentaine de roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne a touché des bâtiments sur la frontière sud du territoire israélien. En représailles, l'armée israélienne a attaqué plusieurs positions du Hamas, selon ses dires. Mais en Israël même, des voix s'élèvent pour dénoncer les actions des ultra-orthodoxes d'extrême droite. Ces derniers auraient une large responsabilité dans les troubles actuels. Nous sommes venus manifester ce soir contre le spectacle hideux, raciste et fasciste auquel nous avons assisté ces 3 derniers jours. Ces 3 derniers jours, Jérusalem a été brûlée par des bandes de suprémacistes juifs. Gauche israélienne, extrême droite ultra-orthodoxe, Palestiniens soutenus par le Hamas et au milieu, l'armée et les forces de l'ordre. Ces affrontements durent depuis plusieurs jours. Ils sont les plus importants dans la région depuis des années. Et en Irak, à Bagdad, un incendie dans un hôpital dédié au Covid-19 a fait au moins 82 morts et 110 blessés. Le feu s'est déclaré avant l'aube. Il est parti de bouteilles d'oxygène stockées, selon des sources médicales, sans respect des conditions de sécurité. Une négligence qui provoque la colère de la population exprimée sur les réseaux sociaux. Et l'épidémie de coronavirus fait les titres de la presse dominicale. Le Matin dimanche se fait l'écho d'une grande étude menée par Mathias Heger, l'ancien président de la Task Force scientifique Covid-19. Les chiffres des hospitalisations montrent que 10% des résidents suisses les plus pauvres sont 2 fois plus souvent soignés aux soins intensifs que les autres. En cause, les conditions de vie et de travail plus précaires. Et puis, on apprend également que l'OFSP n'enquêtera finalement pas sur le miracle de Moutier. À la déception du canton du Jura, la Confédération ne mènera pas d'analyse sur l'absence de foyer de coronavirus après les grandes célébrations du 28 mars dernier. Et puis sans surprise, la presse alémanique revient largement sur l'accord cadre. Comment s'est déroulé le voyage de Guy Parmelin à Bruxelles? Qu'est-ce qui s'est vraiment dit pendant son entretien avec Ursula von der Leyen? Et à quoi va ressembler l'avenir proche? Thierry Clémence, pas de répit dans ce dossier. Demain, les choses sérieuses vont commencer ici en Suisse. Oui, Fanny, c'est l'heure des comptes. Demain, Guy Parmelin et Ignacio Cassis vont être auditionnés par les commissions de politique extérieure du Parlement. Ils ont en tout cas été invités. La NZZ, elle évoque un plan B hypothétique, difficile à obtenir. Elle parle surtout, et c'est intéressant, de l'attitude du Conseil fédéral, sa stratégie minimaliste défendue par Guy Parmelin à Bruxelles, stratégie qui pousserait de façon délibérée les négociations vers l'échec. Dossier important, on l'a dit, puisque 4 ministres vont être reçus par les parlementaires cette semaine, on l'a dit, Guy Parmelin, Ignacio Cassis, Alain Berset et Karine Keller-Souter aussi.
Karine Keller-Sutter, justement, Thierry, qui pourrait endosser de nouvelles responsabilités selon la Sonntagszeitung. Oui, on y lit que dans les hautes sphères de l'administration fédérale, dans les milieux économiques aussi, on aimerait ardemment, on souhaiterait ardemment retirer le dossier européen à Ignacio Cassis. Karine Keller-Sutter pourrait, je cite, reprendre le lead. On est bien sûr là dans de la politique fiction. Sonntagsblick maintenant, le journal a vu grand, 7 pages consacrées aux relations Suisse-Europe. La guerre des nerfs aurait éclaté au sein du comité des 7. Le ton est vif, vous l'entendez. Et puis, le ton est vif, on l'a dit, grande interview de Guy Parmelin, qui affirme avoir des alternatives en tête, à y réfléchir en tout cas. Interview aussi de Pierre-Yves Maillard, pour qui l'échec des négociations, finalement, ouvrirait d'autres possibilités. Alors, vous le voyez, Fanny, riche lecture dans cette presse dominicale pour un dimanche encore ensoleillé. Merci Thierry. Et c'est une des conséquences inattendues de la pandémie. Les ventes aux enchères se sont converties à la digitalisation. La pratique séduit de plus en plus d'acheteurs, heureux de renchérir depuis chez eux, tranquillement installés derrière leur écran. C'est le reportage de Philippe Fivet et Cécilia Mendoza. 200 francs pour ce fauteuil, 100 pour ce livre et en haut de la fourchette, 800 francs pour ce tableau. Les prix de départ de la vente en ligne prévue lundi ont la particularité d'être plutôt accessibles. Initiée en juin 2020 parce qu'on ne pouvait pas faire autrement en plein confinement, avec possibilité d'enchérir et de visiter l'expo depuis chez soi, la digitalisation a durablement changé les enchères. La situation n'est quand même pas revenue en plus complètement à la normale. Et globalement, toutes les maisons de vente en fait, ont remarqué que les acheteurs étaient très friands de cette nouvelle manière d'enchérir et de participer aux ventes. Et les résultats sont définitivement très positifs. Dans les ventes traditionnelles, à la criée, cette salle d'exposition est vidée pour être transformée en salle de vente. Mais même là, il est désormais possible de participer en ligne aux côtés des acheteurs physiquement présents. But recherché, que l'expérience soit la plus semblable possible dans les deux cas. Si vous enchérissez dans les dernières minutes, le système est suffisamment fair-play pour donner à votre concurrent la possibilité d'enchérir lui-même. Donc le délai est rallongé de 5 minutes. Et là, vous recevez une notification qui indique que quelqu'un a surenchéri contre vous. Avant le Covid, on comptait une centaine de personnes dans la salle. Aujourd'hui, il y en a 10 fois moins présents physiquement, mais 3 fois plus virtuellement. Autre effet, l'abaissement de la moyenne d'âge des acheteurs, dont les plus jeunes ont désormais la vingtaine. On sent qu'il y a vraiment une volonté aussi écologique de ne pas racheter du neuf à chaque fois, d'avoir aussi des objets qui seront plus uniques que dans des grands magasins. Qu'on se rassure, malgré tout, le catalogue papier n'est pas prêt de disparaître. Et on ouvre maintenant une page sport avec vous, Elodie Croza. Bonjour. Bonjour Fanny. On a d'abord du basket féminin au programme. Tout à fait. La finale du championnat suisse bat son plein entre Fribourg et Winterthur, victorieuse de l'acte 1 à domicile. Les Fribourgeoises ont fait la course en tête hier soir jusqu'en toute fin de partie. Winterthur est revenu à 52 partout à 2 minutes seulement de la sirène. À la fin du match, elle s'est jouée au lancer franc. Le sang-froid et l'adresse de Marielle Giroud offrent la victoire à Fribourg 56-52. Plus qu'un succès et les Fribourgeoises seront sacrées championnes de Suisse. Elfique aura l'occasion de décrocher le titre mercredi déjà sur son parquet. Hier soir, il y avait aussi du hockey sur glace avec le HC Ajoie qui est revenu à 2 partout dans la finale de Swiss League. Oui, Ajoie qui ne lâche rien face à Cloten dans cette finale de Swiss League. Les Jurassiens avaient perdu 2 matchs en déplacement. Hier soir, ils ont décroché un 2e succès sur leur glace. Le récit de Laurent Dufour. Les Ajoulots ont fait la différence en tout début de dernière période lorsque le duo magique Hazen et De Vos a signé le 2-0. Ajoie avait donné le ton en inscrivant un premier but après la 10e minute, mais l'excellent gardien zurichois Nifeler a repoussé les assauts dans le tiers médian. Finalement, la formation de Gary Sheehan s'impose 4-0 et revient à 2 partout dans cette finale de Swiss League au meilleur des 7 matchs. Ajoie est à 2 matchs de la promotion et le suspense est à son comble. Je pense que dans la situation qu'on est maintenant, on doit gagner en confiance dans notre jeu. On doit aussi jouer beaucoup plus simple à l'extérieur. Peut-être qu'on se complique un peu la vie dans les débuts de match là-bas et marquer en premier serait idéal.
Ajoie et Cloton se retrouvent demain lundi en terre zurichoise pour le 5e acte. Et en football maintenant, Lausanne accueillait hier soir Bâle et les Vaudois ont manqué une bonne occasion de faire le plein de points. En effet, les deux équipes qui sont à la lutte pour le podium, synonyme également de tickets européens pour la saison prochaine. Supérieur en début de rencontre, Lausanne menait 2-0 avant la demi-heure de jeu grâce à des réussites de Mahou et de Kukuruzovic. Mais les Bâlois sont revenus à 2-2 à un quart d'heure du terme. Le LS a repris l'avantage et croyait tenir ses 3 points jusqu'au but égalisateur du capitaine bâlois Stocker. Score final 3-2, de quoi nourrir quelques regrets pour la troupe de Giorgio Contini. Et puis en football, toujours, la semaine a été marquée par l'annonce et puis l'effondrement du projet de Super League européenne que 12 géants du football voulaient lancer. On revient ce midi sur ces derniers jours et puis sur les défis d'un sport qui cherche sa place entre produits de consommation et ralliement de communautés. David Lemos. La victoire des fans. C'est ainsi qu'a été résumé l'échec de la Super League européenne, après 2 jours d'une levée de bouclier quasi unanime et symbolisée par ses supporters de Chelsea, retardant le début du match de leur club, coupables de trahison aux valeurs du football. Mardi, à notre micro, avant les premiers retraits, le président de l'UEFA semblait déjà sentir le vent tourner. Nous ne sommes pas une organisation qui dit « vous avez commis une erreur, nous ne voulons plus vous voir ». Nous sommes différents d'eux. Nous ne sortirons pas du football en pleine nuit comme des lâches. L'entente entre les géants du football européen et l'instance nyonnaise est entamée. Au siège de la Swiss Football League, quelques jours plus tard, le message était clair. Nous sommes différents. L'UEFA, ils savent maintenant qu'avec nous, avec les ligues, avec la European League, ils peuvent parler. Et si nous on dit quelque chose, c'est pas qu'une semaine plus tard, on dit quelque chose d'autre. Et c'est là où il faut maintenant créer, construire cette collaboration. Établir la confiance entre les clubs et les institutions, Olivier Yaroche y travaille depuis des années. Longtemps actif à l'Association européenne des clubs, il a suivi de l'intérieur les événements de la semaine. Je pense qu'on est plus que jamais dans une nouvelle opportunité, plus que jamais plus d'optimisme, parce que si on ne change pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? La maison est construite sur du sable, alors il faut refonder la maison. Nous devons analyser pourquoi 40% des jeunes de 16 à 24 ans ne s'intéressent plus au football, car il y a trop de matchs de mauvaise qualité. Ils ont d'autres plateformes pour se distraire, peut-être qu'il faut réduire la durée des matchs. Cette déclaration de celui qui devait présider cette Super League, nous l'avons soumise à Olivier Glasset, qui suit de près les habitudes des jeunes générations. L'impression que ça donne, c'est qu'ils ont fait un peu un amalgame de pratiques qu'on peut observer, c'est-à-dire à la fois pratique intensive du jeu vidéo, mais aussi le spectacle du jeu vidéo sur Twitch. De ces observations sur des pratiques, ils en déduisent des envies et des volontés de transformer le réel, comme si, justement, ces pratiques numériques étaient, en définitive, l'alpha et l'oméga du monde réel. Il y a plusieurs dirigeants qui sont coupés du monde de la réalité parce qu'ils voient les fans comme des consommateurs et ils voient les compétitions comme un produit. Mais il ne faut pas oublier que les grands clubs de ce monde, en réalité par rapport aux grandes entreprises, sont des entreprises à taille humaine. Le club comme organisme est quand même quelque chose de très proche de sa communauté. Dans quelques temps, les supporters redonneront vie au stade. L'occasion pour les clubs de travailler sur un lien qui va au-delà de la simple relation client. Bien, merci beaucoup Élodie. Bonne journée à vous. Et c'est déjà l'heure de revoir les meilleurs moments de couleurs locales. Retenez bien votre respiration et ouvrez grand les yeux. La série de la semaine nous emmène sous l'eau. Les aventures de Tintin sous l'eau. Thierry a lu cette BD quand il était enfant. Voilà le résultat. Entouré de son équipe, le Vaudois pratique en loisir la plongée pied lourd. Juste lever un petit peu. Voilà. 8 kilos par pied. Ce matériel est russe, il date des années 50. La première fois que j'ai plongé, je me suis dit, cette fois, t'es définitivement cinglé. Tout est d'origine, sauf peut-être une ou deux petites concessions à la modernité. Alors à l'époque, s'ils n'avaient pas de coussin d'épaule, ils mettaient des chaussettes. Une fois qu'on est dans l'eau, c'est confortable. En surface, c'est un peu moins. Tête en avant. Au total, 80 kilos d'équipement pour ce plongeur à l'ancienne. Thierry, tu es prêt? Je suis prêt.
Parfait. On est parti. Voilà. Le scaphandrier entre dans son univers. Une balade fantastique. Mais même pour une démonstration, la plongée garde une part de risque. En cas de sortie d'urgence, j'ai une autonomie d'environ 3 minutes. Après, si c'est quelque chose de grave, on travaille sans filet. Sous l'eau, Thierry confie sa respiration à la servante de pompe. Ça fait quand même quelques années qu'on fait ça et puis ça s'est toujours bien passé. Est-ce que la température, ça va? Ah, il commence à faire froid là. Le poids, c'est énorme après. Le ressenti est énorme. Le voici. Chaque sortie, comme ici à Grandson, attire les curieux. L'équipe partage volontiers ses connaissances autour du matériel. Voilà Tintin. Ouais, on est dans une bulle. L'occasion aussi d'honorer la mémoire des pionniers de la plongée. C'est important de parler, de se souvenir. Et cette histoire de ces hommes est très intéressante. Ces connaissances très pointues, Thierry les dévoile sur son site internet. L'informaticien de formation peut compter sur le soutien de sa famille dans la pratique de cet étrange loisir. Étant claustrophobe, c'est vrai que m'enfermer dans un scaphandre, c'est quelque chose inimaginable. Et d'ailleurs, la première fois qu'il a mis son scaphandre, ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais après je me suis dit, oui, il gère la chose, il n'a pas l'air de s'inquiéter, alors laisse couler, comme on dit. Couler ou plutôt marcher. Avec son vieux scaphandre, le Vaudois descend jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ouais, quand j'avais commencé à photographier, je faisais les chevreuils, les ours, les aigles, un peu tout ça. Mais je suis aussi pêcheur à la mouche. Alors, j'ai appris à observer cette incroyable richesse et beauté sous l'eau, mais je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'image, on ne connaît pas ça. Alors je me suis dit, je dois aller dans l'eau, et je suis vraiment tombé dans l'eau et je ne suis plus ressorti pour 35 ans. Il fallait essayer, c'était vraiment bricolé. J'ai travaillé, j'avais des caméras avec des systèmes de câbles, de vélos, de freins pour déclencher les appareils, c'était incroyable. Il n'y a pas des poissons comme ça, c'est des images, hein. C'est un peu des compositions, la lumière, les formes, les couleurs, la dynamique de l'eau. 40e seconde. Ouais, c'est bon. L'année passée, j'avais prévu des expéditions Amazonie, Baïkal. Et il y avait Covid, je ne pouvais rien faire. Alors, j'ai commencé à travailler en gruyère et je ne le regrette pas. Pendant une année, j'étais peut-être 100 fois venu photographier ici. Jamais j'aurais pensé qu'il y a de si belles images comme ici dans la gruyère et on ne le connaît pas. On connaît les océans de la télévision, on ne connaît pas ces rivières. C'est aussi assez beau là. Vous voyez, c'est mousse, moitié-moitié. C'est froid, hein. C'est clair, la plongée, ça aide aussi, hein. J'avais commencé très tard, j'avais 62 ans, j'étais à Moscou, un Russe a dit, tu dois venir Baïkal, nous plonger. Alors j'ai dû aller. À plus que 60 ans, j'ai pu découvrir quelque chose de complètement nouveau. Les fonds profonds du lac et tout ça, alors c'était fantastique. Il y a eu un appauvrissement énorme de la faune aquatique. Les populations de poissons ont vraiment craché dans les années 90.
Et pour moi, c'est presque impossible de photographier des poissons. C'est pour ça peut-être aussi que je voyage beaucoup, aussi à l'étranger. C'est vraiment l'Amazonie, d'aller là-bas, de nager. Il y a des caïmans, il y a des piranhas, des anacondas glisser dans l'eau. Là, c'est un rêve pour moi. J'ai fait l'école primaire au Nègre, en Basse-Ville, à Fribourg. Alors ça, c'est des sauvages. Alors je pense que ça m'a imprégné un peu. Et c'est déjà la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Nathalie Sbaille et puis votre magazine Géopolitis qui s'interrogera sur la justice à adopter face aux criminels de guerre. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure. Très bel après-midi ensoleillé à vous. Suivez l'information en continu sur RTS Info.